Merci Madame, merci à tous. Nous allons donc maintenant commencer nos discussions. Madame Hollon reste avec nous puisque comme elle l'a dit, elle sera présente à la table ronde. On va donc avoir 4 grandes séquences dans cette journée. Il sera question de l'engagement de la filière, donc des énergies marines renouvelables, de planification, on vient d'en parler, d'industrie et d'emploi, les compétences locales et bien sûr nationales, et puis la biodiversité et le climat, car je crois que ce sera omniprésent dans nos esprits, à la fois la situation du changement climatique et également l'actualité internationale, avec bien sûr les situations de conflit en Ukraine. On va commencer donc par cette toute première séquence, contribution indispensable des énergies marines renouvelables à la transition énergétique. J'aimerais accueillir, Madame Bourlon est déjà avec nous, on va avoir une table ronde, et j'aimerais accueillir Yara Chaktoura, qui est directrice générale de Vattenfall Éolien, qui est déjà en train de nous rejoindre. Et puis tenez, je vais demander tout de suite, pour nous parler de la situation dans le monde et en France. Oui, très bien. Et ensuite, on aura une table ronde et je vais tout de suite demander aux participants à cette table ronde de nous rejoindre également avec elle. Cédric Lebousse, qui est le président de la commission éolien en mer pour le syndicat des énergies renouvelables. Thomas Véran, directeur exécutif en charge de la stratégie de la prospective et de l'évaluation, c'est RTE. Également Marc Lafosse, qui doit être également présent. Attendez, je vais me mettre là et l'un ou l'autre va venir à côté de moi. Et Marc Lafosse, donc président de la Commission européenne marine des énergies renouvelables. Bienvenue et bonjour à tous. Oui, installez-vous. Vous avez des micros à vous partager. Ce qu'on va faire, donc, je voudrais excuser également Madame Rabia Ferrouki. C'est très dommage qu'elle ne soit pas avec nous. Elle dirige, enfin, c'est une des directrices d'IRENA, cette agence internationale pour les énergies renouvelables. Nous aurions bien aimé l'avoir avec nous. Elle était en visioconférence, mais elle a eu un déplacement qui s'est un peu attardé. Elle n'a pas pu être présente en direct avec nous pour revenir sur cette situation internationale. C'est donc à vous, Yara Chaktoura, de commencer à dresser ce tableau au vu d'une expérience déjà longue de Vattenfall, votre entreprise d'origine suédoise, je le rappelle, mais internationale. 20 ans déjà d'expérience à l'étranger, mer du Nord essentiellement, et aussi en France. Je rappelle 12 parcs actuellement en exploitation dans 5 pays, c'est pas mal. Donc ce que l'on voudrait savoir, c'est un peu un retour d'expérience sur cette déjà longue histoire dans les énergies marines. On peut même dire que vous avez déjà déconstruit déjà les tout premiers parcs. On vous écoute. Ce regard que vous allez porter, puis on en viendra progressivement à l'Europe et à la France. Merci. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Oui, vous avez commencé à en parler. On vient avec un certain bagage d'expérience. Donc Vattenfall, très succinctement, on est un énergéticien global suédois, appartenant 100% à l'État suédois. Et nous sommes un énergéticien qui produit différentes énergies, notamment essentiellement décarbonées, nucléaire, hydroélectricité et énergie renouvelable. Toute ressemblance avec un acteur français est fortuite. Notre mission, celle qu'on s'est fixée, c'est un monde sans énergie fossile d'ici une génération. Et ça se traduit en premier lieu par la sortie des énergies fossiles. On a à peu près 25% encore d'énergie fossile. Donc on compte sortir, on a encore une centrale à charbon notamment, des énergies fossiles, du charbon d'ici 2030 et être neutre en carbone d'ici 2040. On a déjà atteint nos objectifs 2030 de réduction des émissions de CO2 et on est en ligne avec l'accord de Paris pour respecter une augmentation maximale des augmentations de température de 1,5 degré. Et en effet, dans l'éolien en mer, on a maintenant 12 parcs en exploitation dans 5 pays en Europe. On construit, à chaque moment où je vous parle, on construit 2 projets en parallèle, tout le temps. Donc en ce moment, on a notamment un parc aux Pays-Bas qui s'appelle Hollandse Kust Zuid, qui est le premier parc qui est en train d'être construit sans subvention. On y reviendra probablement. Donc c'est en train d'arriver, on parlait de compétitivité de l'éolien en mer. C'est le cas, on a été les premiers à remporter aussi un parc en 2016 en dessous de 50 € du mégawattheure. Donc voilà, l'éolien en mer compétitif, ça a été en effet démontré et on en est une illustration. On est en train aussi de développer plusieurs gigawatts d'éolien en mer, notamment, je vais donner un exemple parce qu'on reviendra sur des sujets, je pense, volumétriques ensemble sur la table ronde. On est en train de développer un parc au Royaume-Uni qui fait 3,6 gigawatts. 3,6 gigawatts, pour donner des proportions, c'est l'entièreté des parcs déjà attribués en France aujourd'hui.
Ce parc sera mis en exploitation à l'horizon avant 2030, entre 2025 et 2030. Donc c'est pour donner des ordres de grandeur. Et aujourd'hui, en Europe, je ne sais pas si vous voulez qu'on... Oui, juste une question, je l'ai rappelé très brièvement. Est-ce que la situation de conflit dans laquelle nous sommes actuellement, aux portes de l'Europe, le contexte, en fait, ces difficultés d'approvisionnement, change la donne? Elle accélère la donne. C'est-à-dire que aujourd'hui, les pays d'Europe, on a déjà 25 gigawatts d'éoliens en mer installés, donc près de 5500 éoliennes qui sont en exploitation dans les mers européennes aujourd'hui. En comparaison, en effet, de la France, où maintenant on en a plusieurs unités. Voilà. La guerre en Ukraine et la crise de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui est venue, je pense, encore plus fortement rappeler l'urgence. La Commission européenne et d'autres pays européens l'avaient déjà compris dès les dernières années, en s'engageant. Donc, la nécessité de l'éolien en mer, c'est le pilier pour la transition énergétique. Ça, ils l'avaient déjà compris. Mais encore plus fortement maintenant, on comprend aussi que c'est essentiel pour notre sécurité d'approvisionnement et notre indépendance énergétique. Les pays l'avaient déjà compris il y a quelques années, puisque la Commission européenne vise aujourd'hui 300 gigawatts d'éolien en mer en 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Le Royaume-Uni a annoncé 50 gigawatts d'éolien en mer en 2030. Et la France, bien sûr, comme l'a rappelé Mme Bourlon, maintenant vient de s'engager à cette ambition de 40 gigawatts, une cinquantaine de parcs à l'horizon 2050. Ce qui se passe avec la crise en Ukraine, c'est en effet cette nécessité de l'urgence. Il faut accélérer pour atteindre ces objectifs rapides. Oui. On peut dire à chaque tour que la situation en Europe est relativement satisfaisante en termes de construction et de situation des EMR. Vous la jugez plutôt positive au vu de tout ce que vous nous dites? Elle est en effet... On va revenir sur la France après. Oui, on va revenir, bien sûr. Elle est positive dans l'ensemble, mais certains des mêmes débats que nous avons dans le territoire français sont en train d'arriver au niveau européen. Ouais. Aujourd'hui, l'éolien en mer est compétitif, ça je pense qu'on l'a rappelé, créateur d'emplois, monsieur Jean-Louis Ball l'a rappelé, et monsieur le premier adjoint aussi. Voilà, les retombées sont concrètes, on les voit aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'emplois en Europe. On contribue, comme on l'a dit, à la sécurité d'approvisionnement et à la transition énergétique. Mais en effet, la question de la planification maritime au niveau européen, de la coexistence et pour arriver à ces échelles-là. Et on y reviendra aussi, je pense, dans les débats pour la France également. Pour y arriver, il va y avoir aussi des questions sur la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de contenu local. Il n'y a pas de sujet pour arriver à 300 gigawatts d'éolien en mer en Europe. Il va nous falloir une chaîne d'approvisionnement forte en Europe et à tous les niveaux, à tous les étages des pays qui s'engagent dans cette course. Voilà. Il ne concernera pas seulement la France, mais c'est l'ensemble du territoire européen. Et une augmentation des prix à prévoir, là aussi, liée au contexte. Ça vous inquiète? Alors, on est déjà en train de l'expérimenter. On la vit en ce moment même. Je pense que les industriels qui auront des tables rondes aussi pourront en parler. Là, c'est presque une réflexion qu'au niveau de la Commission européenne et de la France, on va devoir avoir. La course au prix doit aussi être réfléchie à l'aube de justement le fait qu'on souhaite garder une chaîne d'approvisionnement européenne. Oui. Donc, il y a une réflexion à avoir plus globale pour ne pas faire juste de la course au prix pour le prix de l'électricité. Voilà. Donc, les schémas type complément de rémunération, qu'on connaît notamment en France, sont intéressés aussi dans cette idée pour s'assurer qu'on a une pérennité de la filière et de la localisation de la filière en Europe. Vous restez avec nous, bien sûr, pour parler maintenant de la France. Peut-être qu'on reviendra sur ce plus gros parc qui est aux Pays-Bas. Vous avez dit sans subvention, c'est intéressant. Est-ce que c'est applicable ici en France? On va le voir. Rentrons un peu donc sur notre situation maintenant locale. Cédric Lebousse, peut-être avec vous, on rappelle ce pacte de mars 2022 qui a été mentionné par Sophie Mourlon, l'engagement de l'État, donc plus de volume, plus d'emplois, évidemment, pour la filière. Comment atteindre ces objectifs et quels sont vos premiers souhaits pour y parvenir? Je crois que Sophie Mourlon a déjà évoqué la complexité. Est-ce qu'on pourrait commencer par là? Oui, merci à toutes et à tous. Merci pour votre accueil.
Donc effectivement, on a signé ce pacte il y a quelques mois. C'est vraiment une grande satisfaction. Je pense que si on se place quelques années auparavant, se dire que l'État allait se doter d'un objectif de 40 gigawatts, c'était absolument impensable. Donc voilà, on voit que les choses ont changé de manière extrêmement rapide et dans la bonne direction. Donc je pense qu'on se réjouit tous de cette signature. Ce pacte, pour le rappeler, il donne d'une part un horizon à long terme, donc à 2050 avec 40 gigawatts, mais il donne aussi des étapes intermédiaires, donc 18 gigawatts à 2035, et puis un rythme de lancement d'appel d'offres d'au moins 2 gigawatts par an qui est nécessaire pour atteindre ces ambitions. Et en miroir de ces capacités, la filière s'engage à avancer encore plus sur le contenu local. Les deux sont absolument connectés puisque on ne peut pas avoir de contenu local français sans avoir une visibilité sur les appels d'offres, une régularité sur les appels d'offres aussi. On a vu que malheureusement dans le passé, il y a eu des trous d'air entre les différentes salves d'appels d'offres et pendant ces trous d'air, on a des usines qui sont éventuellement vides ou bien qui doivent vendre en Europe, et ça c'est plutôt une bonne chose. Mais en tout cas, ça met vraiment la filière dans une tension et il faut absolument l'éviter. Alors maintenant, de quoi on a besoin pour arriver à ces objectifs qui sont, je dirais, de principe? Il me semble que dans un premier temps, il faut formaliser ces objectifs dans la loi. Donc avoir, dans le cadre de la PPE, dans le cadre d'une loi de programmation éventuelle, les objectifs fermement définis avec des engagements, éventuellement des conséquences si ces engagements ne sont pas tenus, pour que on passe des intentions vers des choses extrêmement concrètes. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des vides juridiques actuellement? En fait, vous réclamez une loi plus en plus tout cas, claire? aujourd'hui, les objectifs dont on parle ne sont pas inscrits dans la loi. Oui. C'est des objectifs politiques, je dirais. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut une loi qui... ça va venir. Très bien. Qui va venir de Sophie Morlon. Même avant l'été, non? C'est possible, Sophie Morlon? Projet de loi? Alors, sur ces objectifs-là, ils ne vont pas venir avant l'été 2022. Je l'ai évoqué, mais très brièvement tout à l'heure. Aujourd'hui, on travaille avec une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est valable sur 2 périodes de 5 ans, jusqu'à 2023, jusqu'à 2028, qui doit être révisée. Et la loi sur l'énergie et le climat qui a été votée en 2019 prévoit qu'avant fin juin 2023, donc l'été prochain, enfin l'été 2023, Pas celui-ci. il y a une nouvelle loi de programmation pour 5 ans, plus 5 ans, plus 5 ans, et avec une vision de long terme, qui vote justement ces grands objectifs. Donc c'est dans cette loi de l'été 2023 qu'on sera amené à inscrire des objectifs pour une période de 5 ans, une deuxième période de 5 ans, une vision à 15 ans, une vision à 2050. Donc ça sera l'occasion justement d'inscrire dans la loi non seulement les objectifs à 2050, mais également une trajectoire. Très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, et je pense que c'est une nouvelle aussi pour RTE. Thomas Vérand va nous le dire peut-être. On va y revenir. Poursuivez. Donc, au-delà de ces objectifs qui doivent être ancrés, on a ensuite besoin d'une feuille de route. Yara a commencé à l'évoquer. La planification, ça nous semble nécessaire, et Madame la directrice de l'énergie aussi. Je pense qu'on s'accorde tous en tant qu'État, industriel, acteurs du territoire, élus pour ce besoin de visibilité. Je pense que la question d'après, c'est quelle est la méthode pour arriver à cette planification ? Et je pense qu'on en rediscutera lors de la table ronde suivante, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais on a besoin d'une planification vraiment à l'échelle nationale, avec un public qui n'est pas interrogé projet par projet, mais qui est interrogé sur une vision globale. La tendance va dans cette direction, puisque l'État a commencé à lancer des débats publics par façade, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et ensuite, il faut donner une vision précise, avec à 10 ans des zones extrêmement précises, et au-delà, pour la dizaine ou la quinzaine d'années suivantes, des zones un petit peu plus larges. Mais si on ne planifie pas à l'horizon 2050 l'ensemble de ces 40 gigawatts, eh bien, on va passer à côté de zones, on va directement aller sur... on va peut-être se fourvoyer sur le volume de surface disponible. On n'a pas si on veut aller dans les zones les moins sensibles, celles qui ont le moins d'impact, eh bien, on ne peut pas aller n'importe où, et donc il faut qu'on projette à 2050 pour considérer l'ensemble des zones. Et il me semble que le dernier point, c'est vraiment les besoins et le soutien de l'État en termes de moyens.
Finalement, à partir de la loi ESSOC, l'État a changé de rôle. La loi a changé de rôle puisque l'État est en charge du développement ou du pré-développement des projets. L'État est maître d'ouvrage dans les débats publics, l'État est maître d'ouvrage dans les études environnementales, les études de dérisquage. Donc un certain nombre de choses qui étaient faites par les développeurs dans les premiers projets sont maintenant faites par l'État. Oui. Donc un rôle différent et plus large, et beaucoup plus de projets en parallèle. Donc avec ces deux raisons, on a vraiment besoin de plus de ressources, et de ressources avec des expertises nouvelles. Et ça, c'est vrai au niveau central, mais c'est vrai aussi au niveau déconcentré. Je reviens vers vous. Alors, il y aura chaque tour sur ce que nous dit ici Cédric Lebousse. Est-ce que dans d'autres pays, on peut citer quelques exemples de pays où cette communication, disons cette planification, c'est vrai qu'on va y revenir plus largement, mais là, à l'instant, ce qui était dit est relativement réussi de votre point de vue? Tout à fait. Sophie Mourlon, on a entendu parler 18 fois par nous, bien sûr, les représentants de la filière. On peut donner deux exemples. Celui de l'Allemagne, oui, qui a une planification maritime justement relativement fine. Donc vous voyez littéralement des petites polygones qui explicitent les potentielles futures zones, court, moyen, long terme. Donc on lance ceux qui sont déjà identifiés, et puis de manière régulière, la cartographie est mise à jour pour que ceux du moyen long terme soient affinés, modifiés. Parfois vous avez des zones qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, liées à des évolutions justement d'activité, ouais, ou d'usage ou environnemental. Donc c'est des sujets qu'on voit. L'Écosse aussi a fait exactement ce même travail. Et donc dans le cadre de la planification, c'est ce qu'on appelle... J'aimerais interpeller sur deux sujets que Mme Mourlon a mis en avant pendant son premier discours. La méthode, je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif, et ça c'est déjà rassurant. Mais la méthode, par exemple, qui est proposée sur planification, programmation pluriannuelle, puis le travail par façade, notre inquiétude, ça marche, mais ça va prendre 3 années. Comment faire pour accélérer? Deuxième point d'alerte, c'est en effet... On veut rester leader dans l'éolien flottant. On a mis des moyens pour développer des projets pilotes, pour être en avance. Et puis on a un pays comme l'Écosse qui vient d'attribuer 25 gigawatts d'éolien en mer d'un coup, dont 15 gigawatts d'éolien flottant. On verra où est-ce que ça mène. Comment garder le leadership quand on a justement aussi des régions, on va dire, concurrentes en Europe, hors même Union européenne? Et c'est un peu les inquiétudes ou les discussions on dialogue, mais comment trouver les solutions pour en effet sortir du projet par projet, changer d'échelle pour aussi rentrer dans cette course européenne de l'éolien en mer. J'ai vu Sophie Mourlon réagir un petit peu sur l'Écosse. Vous nous direz pourquoi. Auparavant, peut-être allant du côté des RTE, sur ce qui est souhaitable, ce qui est réalisable dans cette participation des EMR. On va parler plus largement de la planification en tant que telle, mais là, juste nous dire un petit peu où on en est, de votre point de vue, Thomas Véranque. Allô, ouais. Bonjour. Tout va bien. Tout va bien. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, ça a été rappelé en introduction, notamment par Sophie. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question, et par Jean-Louis aussi, je le vois là. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question des énergies renouvelables. Il en faut beaucoup. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question de l'éolien en mer. Il en faut beaucoup aussi. Donc, dans nos scénarios, c'était entre 22 et 62. Là, on est à 40, avec une forme de rééquilibrage au sein de l'éolien vers l'éolien en mer. Bon, ça fait beaucoup d'éolien en mer. Et au sein de l'éolien en mer, il faudra du flottant. Parce qu'on ne fera pas 40 gigawatts juste avec du posé. Donc ça fait qu'il n'y a pas non plus de séquence. C'est pas on va faire 15 ans de posé, puis après on va faire 10 ans de flottant. Il faut aller en même temps. On le fait en même temps. Donc si on regarde du point de vue de cette perspective, c'est assez clair. Et du coup, ça devrait être plus facile de faire de la planification parce qu'on se pose moins de questions. On sait qu'on doit y aller. Il faut ajouter une chose. C'est utile pour la décarbonation, donc utile pour atteindre nos objectifs climatiques. Ça devient de plus en plus indispensable en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité. Donc, RTE le rappelle maintenant chaque année depuis je ne sais plus, 2017 ou 2018, on a besoin de mettre en service les premiers parcs éoliens en mer dans les prochaines années, tout simplement pour atteindre nos objectifs d'avoir de l'électricité en quantité suffisante et être résilient à un certain nombre d'événements. Donc, là, je ne fais qu'enfiler des bonnes nouvelles.
Est-ce qu'on a besoin de planification? Alors les premiers parcs éoliens en mer, donc les 6 de l'AO1 et l'AO2, celui de Dunkerque, en fait, si on regarde par rapport à ce que font les autres pays, bon, il faut les faire, on est content que ça arrive, on se félicite qu'il y ait eu les premiers mégawatts injectés sur le réseau national la semaine dernière. Ce sont de petites quantités. Pour des petites quantités, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de planification. On va passer à un premier pas avec... Pourquoi dites-vous ça? Parce que ça prendrait trop de temps, parce que... Non, parce que ça s'insère très bien sur le ça réseau. peut aller très bien tout seul. Ça s'insère très bien sur le réseau. D'accord. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de goulet d'étranglement en Normandie, en Bretagne, ça passe. Voilà. Je veux dire que c'est... Vous voyez, je suis en train de soulever la question que je vais poser après. Ça passait. La question, c'est de savoir comment on va faire. On va en mettre 18 gigawatts d'ici 2035. Et puis les quantités d'après. Donc, on a un premier pas à franchir que sont la mise en service des parcs qui ont été annoncés et structurés lors de la précédente période. Donc, AO4, 5, 6, 7, 8. Là, on commence à être sur des parcs plus grands. On commence à avoir des raccordements pour certains en courant continu, des parcs qui sont plus éloignés des côtes. Donc on va progressivement saturer les capacités d'accueil sur le réseau. Oui, des infrastructures plus grosses, des technologies plus complexes, c'est ce que vous voulez dire? En tout cas, il y a quelques pas technologiques à franchir qui sont dans l'insertion, notamment raccordement de grande puissance en courant continu. Puis il vous faudra plus de place? Alors, il faudra plus de place, mais de toute Ça façon, compte. les parcs sont plus éloignés. Donc, il y a un équilibre qui est trouvé en ce moment avec de l'éloignement des parcs. Mais ça, on va y arriver, mais on va, ce faisant, saturer les capacités d'accueil du réseau. Donc, ça signifie que pour la prochaine génération de parcs, on a un enjeu de planification terre-mer, qui est un enjeu important. Alors, bien évidemment, de toute façon, je suis d'accord avec ce qui a été dit par les autres intervenants. Cette planification, l'objectif, ce n'est pas seulement l'intégration au réseau, c'est l'équilibre entre biodiversité et moyens qu'on met en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est la nécessité d'attribuer plus rapidement et de gagner du temps dans les procédures, point sur lequel tout le monde est d'accord. Mais il faut aussi intégrer cet aspect-là. On va avoir besoin de faire des gros projets et d'intégrer ça de manière fluide dans notre système énergétique. Donc la planification, ça va devenir une question extrêmement concrète dès les prochains parcs. Donc moi, je pense que le fait d'avoir une structuration avec des cibles nationales et de travailler ça pour la loi de programme, moi, ça me semble plutôt bien parce que ça va nous permettre de travailler cette question de la planification. Bien. Donc je suis optimiste par rapport aux décisions qui ont été prises. Ça a été dit, faire un colloque éolien en mer on est en juin 2022, c'est quand même plus facile que le faire en octobre 2017. Voilà, ça a quand même, ça a quand même avancé. Et là, on est en train de se dire qu'on va avoir un parc. Moi, j'espère que dans 18 mois, on aura 4 parcs raccordés et fonctionnels en France. Bien. Sophie Morlon, on va revenir vers vous maintenant. C'est vrai que vous nous avez dit pas mal de choses déjà dans votre discours introductif, mais sur ces inquiétudes, on peut le dire, mais en tout cas sur ces petites réserves qui sont émises sur l'accélération en volume, en temps. Qu'est-ce que l'on peut répondre? On reviendra après sur les autres énergies marines avec Marc Lafosse qui connaît bien ce sujet-là. Restons pour l'instant sur l'éolien en mer. Oui, là, ça a été dit, l'accélération est une nécessité, tous azimuts, mais je reprendrai un des mots de Cédric Lebousse. Il y a quelques années, même mois, on n'imaginait pas avoir articulé un objectif de 40 gigawatts d'éolien en mer. Donc il faut aussi mesurer, se donner. Moi, j'ai pris mes fonctions il y a un peu moins de 3 ans. Rien qu'il y a 3 ans, on n'était pas du tout dans la même perspective. On était déjà dans une accélération formidable avec les projets qui ont été prévus dans la PPE, alors qu'on venait d'un monde de coup par coup. Voilà, donc on est dans cette accélération formidable qui doit être portée par tout le monde avec des enjeux qui sont gigantesques, comme on l'a dit, de conciliation de tout un tas de sujets sur l'espace maritime, avec des enjeux de planification de réseau, ça a été dit par Thomas Vérinck. Donc il va falloir mettre tout ça. Peut-être un mot sur l'Écosse, parce que vous voulez que je commence. Je vous ai vu réagir. Ouais, oui, non, mais l'Écosse est un cas très intéressant. On échange avec eux. J'ai eu l'occasion de discuter avec le ministre écolo
Cosset qui avait fait le déplacement dans une autre rencontre de l'éolien en mer il y a quelques semaines. Il faut bien mesurer ce que c'est aussi, c'est-à-dire que c'est très intéressant par la planification et par la visibilité que ça donne. Ce ne sont pas des attributions, vous avez dit 25 gigawatts attribués comme ça, ce ne sont pas des attributions au sens où on l'entend, c'est-à-dire que tout reste à faire en fait. Tout reste à faire, les études, et on sait qu'il y a des zones, le ministre le reconnaissait lui-même, où il n'est même pas certain que des projets puissent se faire parce qu'elles sont tellement éloignées qu'on ne sait même pas comment les raccorder. Donc voilà, il faut juste ne pas confondre, on n'a pas attribué 25 gigawatts comme nous sommes en train d'attribuer des projets avec les études faites, avec le soutien public. Est-ce qu'on peut pardon, je vous interromps, est-ce qu'on peut en conclure que à la fois, il ne faut pas perdre de temps, on est tous conscients que la France a pris du retard et que cette accélération est bienvenue, mais est-ce que vous êtes en train de dire quand même qu'il va falloir calculer l'exploitation, les travaux, l'acceptabilité, il en sera question un peu plus tard dans la journée, et que pour tout cela, il vous faut quand même un peu de temps? Il va falloir tout choisir. Mais donc, effectivement, il faut faire, selon les mots je crois, de mon premier chef, qui disait « avec détermination et sans précipitation ». C'est-à-dire qu'il va falloir le faire et le faire bien. Prendre le temps de bien préparer, c'est voilà, ça que vous voulez dire? Pas prendre un temps excessif, mais il va falloir prendre le temps de la planification, prendre le temps de la concertation. Du côté des industriels et des porteurs de projets, il va falloir prendre le temps de bien travailler sur la maîtrise des projets, parce que donc nous, on essaye de simplifier, que les procédures soient plus rapides, etc. En face, on a une très forte attente sur la maîtrise des projets. Il y a un certain nombre de projets pour lesquels c'est trop long. Les fermes pilotes, je suis désolée, c'est trop long. Et quand on lance un projet qu'il est hyper avancé avec ses autorisations et qu'on change les caractéristiques techniques du projet et qu'on repart sur un contentieux, c'est trop long. Donc il faut que tout le monde prenne le temps, que cette accélération elle soit maîtrisée, elle soit fructueuse, et que donc la concertation sur les façades et en amont soit faite également de manière très approfondie. Oui, réaction là-dessus, oui, Yara Toura ou peut-être Cédric Lebousse sur cette longueur, enfin ce temps quand même avec lequel il faut bien compter. Oui, alors c'est trop long. En fait, je pense que dans le développement des projets, il y a eu une phase d'autorisation qui a été assez longue, ensuite des phases de recours éventuels sur certains projets. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, le permis enveloppe, il a permis finalement de donner de la flexibilité technologique à l'industriel, dans une technologie qui évolue très vite. Quand on prend le cas des projets pilotes, c'est vraiment de la technologie qui n'est pas encore totalement mature et donc qui évolue année après année. Et donc je pense que les évolutions réglementaires ou législatives, et notamment le permis enveloppe, permettent d'avancer sur les autorisations industrielles et en parallèle d'avoir des optimisations technologiques pour ne justement pas avoir d'effet où, une fois qu'on a les autorisations, la technologie est déjà malheureusement obsolète et on doit réévaluer et remettre à jour les autorisations. Donc j'ai l'impression que on a vraiment ce travail ensemble, État et industriel, qui a été, je pense, très positif avec le permis enveloppe. Aujourd'hui, je rajouterais que le permis enveloppe, il faut l'appliquer concrètement. Donc c'est une loi, mais maintenant il faut le traduire dans une réalité. Et comme tout le temps, quand on a une loi, le traduire en réalité, c'est se poser des questions qu'on ne s'est pas forcément posées avant, et c'est trouver des réponses concrètes et pragmatiques. Donc aujourd'hui, ça fait partie des éléments sur lesquels l'État et les industriels travaillent. On n'oublie pas que nos assises concernent les EMR, énergie marine renouvelable, toutes les énergies marines renouvelables. Et là, je vais me tourner vers Marc Lafosse. Il en a déjà été question dans cette introduction. Bien sûr, l'éolien prend beaucoup de place, mais on a entendu dans les introductions tout à l'heure que l'hydrolien aussi avait largement sa place. C'est Hubert Dejean de la Bâtie qui nous l'a rappelé. Marc Lafosse, que peut-on dire là-dessus ? Il me semble que l'État nous répond oui, bien sûr, mais ce ne sont pas des énergies encore tout à fait matures. Quelles sont les plus matures dans ces énergies? On en cite quelques-unes, peut-être pas toutes connues d'ailleurs. D'abord pour votre invitation et pour votre invitation sur cette table ronde qui a vocation jusqu'à maintenant à parler beaucoup de vent en mer. Et je crois que c'est la première fois que ce format se produit sur ces assises où en général les autres énergies marines étaient sur un autre format dans une autre table ronde. Et là, on tient les associés.
on est très content de s'associer à cette accélération et c'est dans ce sens que, évidemment, je vais tenir quelques propos. Pour répondre à votre question, dans les autres énergies marines renouvelables, donc celles qui s'appuient sur l'énergie cinétique des courants, l'hydrolien, celles qui s'appuient sur l'énergie de la houle, le houlomoteur, et puis pour nos amis des territoires ultramarins, notamment celles qui s'appuient sur les gradients de température, pompage d'eau froide ou ETM, il y a en effet ETM. Énergie thermique des mers, pardon. Merci. Il y a en effet une classification par maturité. La plus mature d'entre elles, c'est l'hydrolien. Le vice-président de la Normandie l'a rappelé. Nous sommes dans une région où il y a un courant qui est l'un des plus forts d'Europe, avec une ressource incroyable, c'est le fameux rat Blanchard. Ce rat Blanchard, c'est à peu près 3,5 gigawatts sur les 4,5 gigawatts que la France métropolitaine possède face à un marché qui n'est pas très gros, qui est en effet bien plus petit que celui de l'éolien en mer, qui est de 100 gigawatts à l'échelle de la planète. Toute la planète, 100 gigawatts. 100 gigawatts. Quand on considère à peu près 2 mètres secondes de courant dans des eaux de 30 à 50 mètres de profondeur. C'est important de le rappeler parce que c'est des chiffres qui ne sont pas toujours sur la même étagère. Je vois Yann Hervé qui rigole et qui sourit sur ce sujet. Je voudrais juste dire que cette énergie, elle a énormément progressé. C'est celle donc, la plus mature des 3 ou 4 que j'ai citées. Et elle a progressé il y a peu de temps avec ses atouts. Le principal atout, c'est qu'elle est prédictible. Elle est aussi invisible, on la mettra sous l'eau. On verra, j'imagine, dans les fermes plutôt commerciales, une sous-station électrique en surface, mais en tout cas, les machines elles-mêmes seront sous l'eau. Et surtout, et on le rappelle assez peu, elle a un atout d'une forte densité énergétique. Pour atteindre le gigawatt, vous occuperez en espace maritime à peu près 15 km², ce qui est assez différent d'autres énergies. Et le rat Blanchard, tout comme le Fromveur en Bretagne, sont situés à une proximité de 2 ports, le port de Cherbourg et le port de Brest. Et c'est un atout pour ces deux ressources françaises, puisqu'évidemment, vous aurez une distance à parcourir pour aller installer ces machines qui seront très courtes. Et je crois que ça, c'est un énorme atout. Ouais. Et la maturité et cette accélération dont on parle depuis ce matin, cette énergie va y coller. C'est une accélération. On est à l'aube des fermes pilotes aujourd'hui, puisque, on l'a dit tout à l'heure en propos introductif par Jean-Louis Ball, une première ferme pilote a été validée par les investissements d'avenir et par l'ADEME il y a peu de temps pour 17,5 MW au rat Blanchard pour le consortium Flowatt. C'est une immense avancée qui va nous permettre de continuer cette trajectoire de baisse des coûts. Et c'est bien ça, Madame la directrice l'a rappelé, il faudra évidemment être au rendez-vous d'une compétitivité vis-à-vis de nos confrères de l'éolien offshore, posé, flottant ou d'autres énergies renouvelables. Et c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, en 2022, plusieurs études ont convergé avec des pays qui sont en avance sur ce sujet, notamment l'Angleterre ou le Canada, enfin le Royaume-Uni au sens un peu plus large, où il y a déjà des tarifs d'achat, où il y a déjà des processus de soutien et même des appels d'offres, notamment au Royaume-Uni. Et ces études ont montré que cette énergie sera au rendez-vous d'un coût du mégawattheure aux alentours de 100 € et en dessous de 100 € au premier gigawatt installé. Et ces chiffres-là, cet objectif-là, qui converge de tous les pays d'Europe qui construisent cette filière, sont complètement confirmés par l'instruction de ce projet de ferme pilote au rat Blanchard, mené par l'État, qui a quand même duré plus de 14 mois. Donc le dossier, il a quand même beaucoup tourné dans les différents services. Et dans cette ressource indispensable et incroyable du rat Blanchard, on sera certainement même en dessous des 80 € du mégawattheure produit au premier gigawatt installé. Alors tout ce que vous nous dites là, en fait, Marc Lafosse, est-ce que ça plaide pour davantage d'intérêt encore de l'État, enfin en l'occurrence, pour ces technologies et pour ces autres énergies marines? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'il faudrait peut-être l'inscrire davantage dans la loi, davantage d'expérimentation? Votre avis d'abord, on verra ce que répond Sophie Mourlon. Alors, mon avis, c'est qu'on l'oublie un peu souvent. L'exemple même, il y a quelques secondes, M. Vérinck de RTE a oublié de parler des 1 à 3 gigawatts dans les scénarios de RTE dédiés à l'hydrolien. Madame Choukta... Ça fait partie quand même des scénarios, non? C'est mentionné. Enfin bon, vous nous le direz. Yara a cité aussi le pacte vert européen de l'éolien offshore de 300 gigawatts 2050, plus 40 gigawatts pour les énergies océaniques. Ça aussi, voilà. On l'oublie un petit peu souvent parce que
L'accélération, elle va arriver juste après. On est à l'aube des fers pilotes aujourd'hui. Et évidemment, il faut qu'on prépare ça. Et il y a des immenses raccourcis. Quand vous avez devant vous la filière de l'éolien offshore qui fait des innovations dans les raccordements électriques, dans les sous-stations, dans les connecteurs subaquatiques, dans la construction aussi des infrastructures portuaires qui pourront servir à soulever des machines qui feront 350 tonnes d'acier, évidemment, ces raccourcis nous permettront de gagner du temps. Mais en effet, j'attends la réponse de Madame la directrice sur ce sujet. Alors, Sophie Monlon, puis Thomas Véranc aussi, on verra quelle place cela tient dans les scénarios, et on reviendra sur les autres technologies. Voilà, je laisserai du coup Thomas Véranc en parler dans les scénarios, puisque ça figure, il y a même une ligne dédiée dans les infographies de RTE sur les autres énergies marines, qui ont bleu marine, si ma mémoire est bonne. Donc elles ne sont pas du tout oubliées, elles ne sont pas du tout oubliées dans mes équipes. La raison pour laquelle elles ne figurent pas dans les grands tableaux de la PPE actuelle, c'est la raison qui a été indiquée, c'est-à-dire que là, on travaille vraiment sur des démonstrateurs, sur des pilotes qu'on soutient, j'y reviens, et donc pas sur les technos mainstream, on va dire, sur lesquels on est déjà en phase d'industrialisation, comme ça peut être le cas sur l'éolien en mer. La PPE, elle est révisée tous les 5 ans, la prochaine, ça sera 2024, donc on aura l'occasion d'en reparler. Dans l'attente, on a ce travail avec la filière. Il y a eu, donc, comme vous l'avez indiqué, des projets de démonstrateurs qui ont été retenus sur le PIA, et avec effectivement des perspectives de baisse des coûts qui sont à ce stade annoncées. Ce sont aussi des projets pour l'instant, puisqu'il y a déjà des projets d'hydrolien qui avaient été soutenus précédemment, ont rencontré un certain nombre de difficultés techniques, donc on voit qu'il y a encore des réglages à faire, mais on est là, disponible, l'État est en soutien, avec des sommes qui sont quand même substantielles pour soutenir ces pilotes, et dès qu'on sera en capacité de se dire que ce sont des filières industrialisables à des coûts accessibles, qui sont ceux que vous avez décrits, elles pourront trouver leur place dans la... Oui. Mais c'est une objection qu'on entend assez souvent. On peut nous répondre ça va coûter trop cher, pour l'instant les prix sont trop élevés. Et les défenseurs de ces technologies peuvent vous dire, mais plus vous investissez dedans, plus les coûts auront tendance à baisser. C'est bien ce qu'on observe pour l'éolienne en mer. Mais c'est ce qu'on fait. Donc si vous soutenez seulement la recherche, mais pas l'expérimentation, pas la recherche, parce que ça va assez vite. Là, on soutient vraiment des démonstrateurs. Ceux qui ont été retenus sur le PIA, c'est déjà des démonstrateurs de... Alors, j'ai plus en tête, là, si je dois les avoir quelque part dans mes fiches, mais je l'ai plus en tête par cœur, le nombre de mégawatts. J'ai en tête le chiffre, mais je ne vais pas le dire parce qu'il n'est pas encore officiel, de soutien public. Il est quand même substantiel. Donc on commence à soutenir ces technologies, plus à coût de 1 ou 2 millions par-ci par-là, mais déjà par des sommes substantielles pour faire ce passage à l'échelle progressif, en laissant le temps aux industriels de mettre au point leur concept. Et après, on sera en mesure de passer à l'échelle. Si la baisse de coûts permet effectivement d'arriver dans des coûts à 2 chiffres, derrière, ça pourra aller assez vite. Cédric Lebousse ou Marc Lafosse, vous avez réagir à ma question et à cette réponse. Je voulais juste récupérer la feuille de Madame la directrice après la conférence. Bien, Thomas Véranc, donc vous êtes un petit peu gentiment accusé de ne pas tenir assez compte de cette technique-là. J'ai fauté, tellement prometteuse. En ne mentionnant pas les 1 à 3 gigawatts, qui sont bien dans les scénarios. Donc c'est une omission de discours, mais pas une omission de conception. On va vous dire révélatrice, vous n'y pensez pas assez. Non, en réalité, on y a pensé, mais du coup, il faut prendre les sujets par ordre quand même. Je pense que sur la filière, sur l'éolien offshore posé, en fait, il n'y a pas vraiment de débat sur la compétitivité de la techno. Et donc, on sait qu'on en a besoin de beaucoup. On est capable de bien projeter les coûts. Donc en fait, le débat technico-économique sur cette filière est réglé. Alors, par contre, il y a quand même la question de l'éloignement des parcs qui fait qu'on se concentre, et c'est légitime, sur les annonces de coûts en euros par mégawattheure pour la partie production, alors que la partie réseau va être de plus en plus structurante dans le coût complet de la techno. Mais voilà, c'est quelque chose qui... La case est cochée. Je veux dire, la filière a fait la preuve que ça, c'était maîtrisé du point de vue du coût, et ça va être compétitif dans tous les scénarios de transition énergétique. Après, avant d'aller sur l'hydrolien, etc., il y a la question de l'éolien en mer flottant. Je le dis, là, il y a encore des preuves à faire en matière de coût. Et c'est important pour l'équilibre économique de nos scénarios. On a chiffré nos scénarios. On peut se poser plein de questions sur le coût du solaire, le coût des nouveaux réacteurs nucléaires.
Le coût de l'éolien en mer flottant, c'est un enjeu qu'on va devoir contrôler, qu'on est capable d'aller dans les zones de prix qui sont envisagées, parce qu'en fait, il y a quand même moins d'expérience. Et puis, je dirais, l'hydrolien et les autres énergies marines renouvelables, là, il y avait objectivement, quand on a construit des scénarios, beaucoup plus d'incertitudes. C'est pour ça qu'on en a mis un à 3, en disant que ça pouvait... en gros, si jamais on est en dessous de 100 € du mégawattheure, ça va plaider pour aller dans le haut de la fourchette. Si jamais on reste durablement au-dessus de 100, ce ne sera pas la même chose. Vous savez, souvent, il y a des cycles. Moi, j'ai eu le privilège, en faisant ces scénarios, d'être l'objet de beaucoup de notes de la part de toutes les industries différentes. Et voilà, je pourrais faire un livre un jour sur les cycles de lobbying. Sur l'hydrolien, il y a eu des moments d'enthousiasme, et puis après, il y a eu des moments quand même où il y a eu un enthousiasme un peu moins perceptible. Et puis, effectivement, il y a des perspectives qui semblent de nouveau intéressantes. Alors, question, vous avez entendu parler de holomoteur? Vous en entendez beaucoup parler? Vous entendez parler de SWAC? Vous savez ce que c'est tout ça? Oui, quand même, oui. On en entend parler, mais bon, là, le travail de construction des scénarios est fini. Moi, je pense qu'il faut faire exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si on a des preuves qu'on est compétitif sur un certain nombre de niveaux de prix, et bien, de toute façon, après, ça plaide pour accélérer le développement des filières. Voilà, j'ai absolument pas de boule de cristal pour savoir comment vont se comporter l'évolution de ces coûts-là. Je peux juste noter qu'il y a plus d'hétérogénéité dans les perspectives que pour d'autres filières. Bien sûr. C'est normal. Holomoteur, on le définit, SWAC également. Marc Lafosse, on en dit 2 mots, et peut-être celle que vous choisiriez, que vous verriez arriver la plus vite, je ne sais pas. Alors c'est 2 choses très différentes. On va les prendre l'une après l'autre. Oui. Sur le holomoteur, on ne le connaît pas là tous. aussi ça avance pas mal en France. On voit de quoi s'agit-il, deux grandes holomoteur? familles. Alors c'est tout simplement capter de l'énergie grâce au train de houle, grâce au houle et aux vagues. 2 grandes familles se distinguent aujourd'hui à l'échelle de la planète et particulièrement en France. Une famille de technologies qui seront à la côte, intégrées à des digues, notamment du côté de la baie d'Audierne en Bretagne, puisqu'il y a un démonstrateur d'1 mégawatt qui va pas tarder à s'installer là-bas. Il est en train de sortir d'un site d'essai d'Ifremer de Sainte-Anne-du-Porzic, en échelle 1/12e. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, une nouvelle façon de produire de l'énergie et surtout de concevoir des aménagements portuaires. Alors c'est un tout petit potentiel. En France métropolitaine, c'est à peu près 100 mégawatts de potentiel, en ayant étudié toutes les digues qui sont à construire ou à reconstruire, qui ont besoin d'un entretien. Par contre, il y a une avancée très intéressante dans 2 régions françaises, là aussi métropolitaines, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Bretagne, qui dérisquent 2 zones avec des fonds régionaux, en ayant retenu des consortiums qui travaillent à cela, donc avec de la planification spatiale, avec des échanges avec les usagers de la mer, avec évidemment des études de ressources. Les vagues, il faut bien les comprendre et bien les connaître, de la géophysique également de ces zones. Donc ces 2 études seront certainement sur le bureau de la DGEC dans quelques mois, dans quelques années, en tout cas avec une volonté d'une collectivité régionale d'avoir mené ces études et d'avoir aussi su monter en compétence avec ces futures énergies qui, encore une fois, je le rappelle et je le modère, sont moins matures que l'hydrolien, en l'occurrence, pour lequel vous m'avez donné la parole. Ensuite, sur le SWAC, on est quand même sur une technologie qui sera plutôt pour nos confrères des régions ultramarines françaises. On rappelle ce que c'est, climatisation. C'est la climatisation en allant pomper de l'eau froide en profondeur pour climatiser un bâtiment qui a un besoin assez fixe. Ça marche assez bien, par exemple, pour les hôpitaux, ou bien pour des écoquartiers qui pourraient être en construction, ce qui est le cas du côté de l'île de la Réunion, et ce qui est le cas aussi, et qui fonctionne depuis une dizaine d'années, du côté de la Polynésie française, avec des hôtels ou là encore un hôpital. Donc dans ce domaine-là, là aussi, on a fait nos recommandations, notamment à l'occasion des élections présidentielles avec le livre blanc du syndicat des énergies renouvelables, pour lequel, voilà, sur ces 3 énergies, hydrolien, holomoteur et SWAC, nous sommes très engagés et on a une filière qui se construit, qui crée de l'emploi, encore une fois, en France. Et c'est bien dans ce sens qu'on veut continuer ce développement. On en conclut qu'il ne faut rien négliger. Toutes les énergies marines sont intéressantes et à explorer. Yara Chaktoura, peut-être encore un mot sur ces techniques
ces autres techniques que l'éolien? Est-ce qu'on s'y intéresse du côté de Vattenfall ou peut-être plus largement dans d'autres pays? Alors j'avoue, non, chez Vattenfall, on ne regarde pas les autres énergies marines renouvelables à ce jour. Je ne vais pas insulter l'avenir. Et je pense qu'on verra en effet si les technologies délivrent sur leurs promesses et atteignent en effet des niveaux de compétitivité qui permettent de contribuer à la transition énergétique. Et d'engager une entreprise comme la vôtre. Je reviens sur encore un sujet, peut-être qu'après dans la salle on souhaitera avoir d'autres réactions. Vous nous avez dit ce plus grand parc du monde, donc aux Pays-Bas je crois, c'est ça. Sans subvention, ça paraît intéressant comme cela. Est-ce que c'est applicable ailleurs? Est-ce que c'est une des formules qu'il faudrait adopter partout? Et puis on demandera à Sophie Morlon ce qu'elle en pense. Exactement, j'allais dire, évidemment, c'est Madame la directrice aussi évidemment, qui pourra commenter. Alors donc ce parc éolien en mer, en effet, c'est le premier parc qui sera construit sans subvention. Il sera mis en service à l'horizon de fin d'année prochaine, fin 2023. Donc je parle de choses, voilà, c'est en train de se faire maintenant. On est en train de construire le parc. Et on construit le parc aussi pour parler de compatibilité avec que ce soit la coexistence, la biodiversité et l'emploi local. Donc le parc se construit à partir des Pays-Bas. Oui, ça. Et on est en train aussi de tester des fondations qu'on a conçues en intégrant la biodiversité directement dans la réflexion. Donc on a créé des trous elliptiques un peu en dessous de la surface de l'eau et puis au niveau de là où la fondation sera implantée au niveau du sol pour permettre aux poissons finalement de circuler à l'intérieur des fondations. C'est une nouveauté, c'est en cours de test et ça va être observé par un organisme, une ONG environnementale, pour savoir si on stimule la biodiversité et les poissons. Alors, pour répondre à votre question sur les compléments de rémunération ou le sans subvention, ouais. Le schéma aux Pays-Bas est très différent de celui de la France. C'est-à-dire que les Pays-Bas, avant l'appel d'offres, avant l'attribution du projet, a réalisé l'entièreté des études et l'obtention du permis pour le compte du porteur de projet ou potentiel. Donc au moment où on remporte l'appel d'offres, on a en fait le permis de construire. Donc 4-5 ans plus, oui, à peu près ça, 4-5 ans plus tard, le projet est mis en exploitation. On est sur vraiment un schéma très différent qui permet justement cette possibilité du sans subvention parce qu'au moment où on remporte l'appel d'offres, on a une quasi-certitude sur nos coûts et sur les solutions techniques qu'on va choisir. Contrairement à aujourd'hui où, comme on est sur des temps longs, on a ce permis enveloppe qui est plutôt dans le schéma français similaire à celui qui est au Royaume-Uni, où on pourra choisir les meilleures technologies au moment donné. Ensuite, est-ce que c'est souhaitable? C'est aussi donc c'est cette première. Moi, je pense qu'on n'est pas encore mûr en France pour le sans subvention. Et est-ce que c'est souhaitable? Alors là, c'est vrai que même chose, Madame la directrice pourra commenter. On voit bien que dans le contexte actuel de la crise énergétique, le complément de rémunération est en fait quand même une sorte de tampon. Bien sûr. On l'a toujours pris comme plutôt une aide. Aujourd'hui, c'est plutôt un mécanisme de couverture de risque pour les industriels et les projets plutôt qu'une subvention à mon sens. Et là, il s'est avéré en effet que dans cette période de crise énergétique, on était contributeur positivement au budget de l'État. Ça restait important, bien sûr. Après, on est toujours prudent sur les comparaisons, même si elles sont très utiles. Merci de nous avoir parlé d'autres pays. Sophie Morlon, sur ce point. Merci pour ce témoignage et pour cet exemple. Alors vous avez, dans le cas que vous avez évoqué, on est dans un cas qu'on appelle avec un mauvais français full permitting, où effectivement l'ensemble du processus d'autorisation est mené en amont par l'État. Quand nous réfléchissons à la massification aux solutions de long terme, on a, nous, un éventail de réflexions sur les schémas vers lesquels on peut aller. Le schéma full permitting, c'est à peu près l'exact antipode du schéma écossais qu'on a vanté juste avant, où c'est l'inverse, où grosso modo on attribue sur la base de rien, et c'est l'opérateur économique qui le fait. Chaque schéma présente ses avantages et ses inconvénients, et principalement la question est qui porte le risque. Et quel est l'intérêt pour la collectivité, au sens intérêt général, de la répartition des risques telle qu'on peut la concevoir. Globalement, lorsque c'est l'État qui porte le risque, c'est plutôt moins cher pour la collectivité parce que le financement de l'État est plus facile. Par contre, il y a des questions de passage à l'échelle, il y a des questions de capacité à faire. Donc nous, aujourd'hui, il nous semble que le dispositif qu'on a mis en place, tel qu'il sort de la loi ESSOC et de toutes les améliorations que j'ai évoquées, avec en plus la possibilité de faire les débats publics par façade, ça doit nous donner le chemin d'action pour les prochaines années. Et il me semble que la filière est souvent en attente de stabilité
visibilité, donc je pense qu'on va garder cette visibilité sur les prochaines années sur ce schéma-là. Mais en revanche, oui, on réfléchit sur le moyen terme aux différentes options. Et comme vous l'avez dit, au-delà de qui porte le risque, qui faisait partie de nos réflexions, il y a les questions plus larges de régulation des prix de l'énergie, qui sont aussi un des sujets de ma direction, avec, comme vous l'avez dit, l'effet de tampon, en fait, des systèmes de complément de rémunération sur des technologies décarbonées à coût relativement fixe. Donc ça présente aussi un intérêt pour la collectivité de garder un lien fort avec l'État sur le système de rémunération. Bien, merci pour cette réponse. Avez-vous dans la salle un commentaire, peut-être une question? Nous allons enchaîner avec une nouvelle table ronde autour de la planification, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. C'est bien normal, ça va directement dans le suivi de ce que nous disons là. Dernier commentaire, les uns les autres, sur cette table ronde, sur ce qui se prépare. Rien de spécial. Rien de spécial, ça continue. Tout est en cours. Sophie Mourlant. En plus de ce qu'on a évoqué ce matin, je mentionne, mais l'ensemble des acteurs de la filière le savent, qu'on travaille sur un projet de loi de simplification et d'accélération supplémentaire lié au contexte Ukraine, on devrait pouvoir mettre des choses sur la table dans les prochaines semaines, donc ça va aussi faire un peu d'actualité, même si pour le domaine de l'éolien en mer, c'est un domaine qui a déjà été beaucoup travaillé, sur lequel on a fait beaucoup de simplifs, mais avec nos collègues des affaires maritimes, on est à quelques simplifications sur le statut en particulier des objets flottants qui ne sont pas des navires et qui produisent de l'énergie à partir du vent. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires et surtout ce que vous avez apporté comme information. On va passer à la table ronde suivante. Merci. Yara Chaktoura aussi pour vos exemples étrangers. Au revoir, merci. Deuxième séquence, donc on parle de cette clé de voûte de la